Toujours ambitieux, bien sûr. Notamment, nous sommes qualifiés encore en Coupe d'Europe. C'est clair qu'au niveau championnat, on a pris un peu du retard. Mais il faut croire toujours, il faut rester positif dans la tête parce que ça va continuer à nous motiver au quotidien, à travailler très très dur. Il fait cette équipe progresser. Alors c'est vrai que l'OGC Nice, on en attendait monts et merveilles. J'exagère peut-être un peu, mais on imaginait, Lanté, que l'OGC Nice pourrait se mêler, pourquoi pas, au trio ou rester dans le top 5. Est-ce que ça reste quand même un objectif d'aller décrocher une place européenne, aller dans les mois qui viennent? Alors c'est clair qu'on reste toujours ambitieux. Par contre, il faut rester lucide par rapport à notre situation actuelle, surtout avec le nouveau entraîneur aussi. D'abord, on recherche d'avoir une intensité pendant chaque match et qu'on puisse avoir plus de résultats, qu'on puisse être plus constant aussi à chaque match, tant à domicile qu'à l'extérieur. Après, on peut viser plus haut, mais d'abord, il faut viser à améliorer le contenu des matchs pour pouvoir espérer quelque chose de très bien à la fin du championnat. Il y a quand même du mieux. Regardez, Raphaël Sebaoun qui était avec nous autour de la table, normalement il fait les chiffres qui font peur, et là il Non, fait pas les toujours. chiffres qui vont mieux. Voilà, c'est sympa Il y a quand même. aussi les chiffres optimistes et il faut être optimiste pour cette équipe niçoise. Ça va beaucoup mieux. Il y a des séries intéressantes. Une seule défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, ça c'est intéressant. À domicile, eh bien Nice est également invaincu sur ses 5 derniers matchs dans son antre. Et puis il y a cet effet Didier Digard qui lui aussi est invaincu depuis sa prise de fonction. Une victoire, un nul pour le nouveau coach de l'OGC Nice. Alors justement, puisque Raph en parle, un mot sur votre nouveau coach, Didier Digard. Quelle est sa méthode? Est-ce que ce qui se passe depuis plusieurs entraînements et 2 matchs vous plaît? Bien sûr, c'est quelqu'un qui veut mettre beaucoup d'intensité sur notre équipe, beaucoup d'agressivité. Il veut absolument avoir une équipe compacte, mais qui a toujours cette joie avec le ballon, dans la possession, mais surtout de vouloir contrôler le jeu, jouer assez haut pour dominer l'adversaire. Et il nous transmet aussi beaucoup d'énergie. Et en tout cas, surtout les premières semaines, ça nous plaît beaucoup. Alors est-ce que ça veut dire que vous avez envie de le voir rester sur le banc de l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison, un peu comme le Scornet à Strasbourg? Est-ce que c'est l'envie du groupe ou la vôtre? Bah, bien sûr, comme nous sommes là, nous avons toujours envie de travailler pour le groupe, pour le staff. Je pense que c'est réciproque. Il faut dans un club travailler pour les autres. Et avec le nouveau coach, c'est pas différent. Il faut qu'on déjà pour notre équipe et pour lui aussi, pour qu'on puisse le mettre dans les meilleures conditions possibles. Une question de Loïc Tanzi, que tout autour de la table, et puis les autres chroniqueurs également vous poseront des questions, Dante. Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé de Digard. Vous avez connu plusieurs coachs dans votre carrière. Vous êtes un joueur qui est passé par beaucoup de clubs maintenant. Est-ce que vous sentez que la nouvelle génération de joueurs a besoin d'avoir des coachs aujourd'hui qui comprennent les codes de cette nouvelle génération? Est-ce que c'est une nouveauté pour ces jeunes joueurs d'avoir besoin d'avoir des entraîneurs jeunes en face d'eux? Aussi, ça ne veut pas dire que les anciens entraîneurs ne marcheront plus, mais c'est vrai que les nouveaux entraîneurs, ils ont un peu plus de codes pour communiquer avec la nouvelle génération. Après, c'est toujours pareil. Je pense que c'est au club de créer une identité. C'est un staff d'avoir un chemin en commun pour que ces jeunes joueurs puissent suivre, malgré leur façon de voir les choses, qui c'est un peu différente que la nôtre. Alors, avant de donner la parole à Jérôme, Dom et Samuel, une question, puisque je rebondis sur ce que disait Loïc. Vous avez connu Lucien Favre une première fois, ça avait bien marché à Nice. La deuxième a été plus compliquée. Comment est-ce que vous, parce que ça veut rien dire, comment est-ce que vous, en tant que joueur d'expérience, qui avez réussi avec lui et lui qui a réussi avec vous, on peut expliquer cet échec cette année? Ah, je pense, en connaissant Lucien très bien, c'est un entraîneur que, à mon avis, a besoin d'un cadre, d'une structure assez claire. Euh, C'est-à-dire qu'il est arrivé à Nice, il y avait beaucoup de changements.
Il y a des personnes qui sont parties. Le mercato, il s'est fait très tardivement. Euh, il a dû passer le mercato et peut-être c'est pas le meilleur Lucien qu'on peut avoir. Ça l'a mis un peu en difficulté peut-être. Il a dû s'occuper beaucoup trop de choses. Et après, il a eu du mal à rebondir avec le nouveau joueur, avec les joueurs qui ont dû partir, les nouveaux joueurs qui ont dû arriver. Je ne sais pas s'il était d'accord avec tous les joueurs qui sont arrivés. Tout ça, je pense que pour la vie d'un entraîneur, c'est assez compliqué. C'est ce qu'on disait d'ailleurs régulièrement sur le plateau, en expliquant que ce qui s'était passé, tous ces changements à Nice, n'ont pas dû aider. Jérôme Alonso. Salut Dante. Salut. Tu vas bien? Ouais. Dante, t'as vu, on parle beaucoup des retraites en ce moment. En France. Non mais dis-moi, sérieusement, c'est quoi franchement, ta longévité elle est exceptionnelle, mais t'as une idée par rapport à ça? Tu t'es fixé une limite, toi, dans l'âge? Bon, 64 ans, je pense pas. Mais 62, oui. Tu t'es fixé une limite ou c'est vraiment mois après mois et on voit ce qui se passe? Bah, écoute, je pense que j'ai fixé la limite déjà jusqu'à l'été 2024. Si je peux jouer un peu plus, très bien. Sinon, je suis très content de ma carrière. Après, je pense que le plus important, c'est d'être très lucide déjà envers soi-même par rapport à ses performances, par rapport à sa qualité physique. Mais la clé de tout ça, c'est l'amour que j'ai pour le foot. C'est l'amour que j'ai de me réveiller tous les jours, tous les matins, d'aller m'entraîner, de faire des sacrifices. Et aussi, je pense que j'ai droit de redonner aux gens qui sont à mes côtés, à tout ce que le foot m'a rendu. Un meilleur homme, un meilleur professionnel, un meilleur joueur. Et ça, j'ai un cœur. Et j'espère jouer au minimum encore un an et demi. Dante, justement, vous avez 39 ans, vous êtes dans votre 40e année. Il y a des exemples comme ça en Ligue 1 d'exceptionnelle longévité, notamment votre compatriote Vitorino Hilton, ancien champion de France avec Marseille et Montpellier. Il a disputé plus de 120 matchs à plus de 40 ans. Le Brésilien qui était retraité depuis juin 2021 à 44 ans. Lui, il a duré jusqu'à 44 ans. Il aurait aimé poursuivre sa carrière à 7, mais il n'a pas pu pour un problème contractuel. Il est aujourd'hui entraîneur au centre de formation montpelliérain. Autre exemple de longévité dans notre championnat, l'ancien milieu de terrain emblématique de l'Estac, Benjamin Nivet, qui lui a joué jusqu'à ses 42 ans. Son secret, il a bien voulu me le confier, figurez-vous. Une hygiène de vie irréprochable, très attentif à la récupération avec plus de massages, de soins et surtout un bon équilibre familial pour être dans le meilleur état d'esprit possible. Aujourd'hui, il est consultant chez nos confrères de Prime Video. Et on a un autre exemple, et lui, il est toujours en activité, c'est Gianluigi Buffon. Il avait 40 ans quand il évoluait au Paris Saint-Germain. 44 ans aujourd'hui avec le club de Parme en Série B. Donc c'est tout à fait possible pour vous aussi, Dante. Oui, bien sûr. Surtout que tout ce que vous avez dit qui permet les joueurs d'avoir une longévité, c'est-à-dire la base de la famille, on fait attention à ce qu'on mange, le repos, les soins, et aussi garder cette flamme de s'entraîner dur, de s'entraîner avec l'intensité, de se faire mal. C'est aussi important, je pense. Et tout ça, ça fait que on puisse jouer un peu plus longtemps. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est de rester très lucide et jouer le maximum parce que c'est ça que j'ai toujours rêvé depuis petit. Et c'est ça aussi qui me rend très heureux au quotidien. Alors je suis un peu déçu parce que j'allais vous faire une proposition pour nous rejoindre l'année prochaine. Bah, écoutez, j'attendrai encore un an ou deux. On va faire ça tranquille. Je vais garder Jérôme en attendant. Et puis après, bon, on fera non, il y a la place pour tout le monde. Je laisserai la place avec plaisir. Non, pas ça. Sam a une question. Oui, une question sur cette longévité, sur ces plus de 20 ans au plus haut niveau. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre manière d'exercer votre métier de footballeur ? Qui a plus changé par rapport à quoi? Au début et maintenant? C'est une question qui laisse pantois. Difficile, hein? Est-ce que vous trouvez que les entraînements sont plus différents? Est-ce que vous trouvez que le rapport aux coéquipiers, les autres, aux supporters, dans le vestiaire?
C'est clair qu'il faut se réinventer. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'avant, de toute façon, aujourd'hui, les entraînements sont beaucoup plus courts, ils sont beaucoup plus intenses. Avant, on avait une communication assez commune. C'est vrai que c'était un peu plus facile. C'était plus, entre guillemets, logique parce qu'on avait le foot comme notre grand amour. Aujourd'hui, ils ont, mais d'une façon différente. Et nous devons aussi s'y réinventer dans la communication avec les partenaires, avec les choses, ça se passe dans un club. Aujourd'hui, on le sait tous que les chiffres, à mon époque, que j'avais 20, 21, 22, elle est exorbitante. Aujourd'hui, je suis désolé, mais pour moi, elle arrive à être de temps en temps indécente par rapport à l'âge de joueur, par rapport à leur qualité et par rapport à ce qu'il a fait dans le foot. Donc, je pense que toi, tu es là-dedans, tu as vécu d'autres choses et il faut se réinventer, il faut faire avec, il faut essayer de comprendre. Il faut parfois sortir de cet environnement, comprendre l'environnement et prendre une décision à quoi parler, comment communiquer, tout ça. Donc, aussi dans les entraînements, aujourd'hui, on s'entraîne, on se focalise beaucoup plus sur l'intensité, sur la vitesse des gestes, sur la prévention des blessures. Tout ça, il n'y avait pas beaucoup avant. Avant, c'était plutôt dans l'endurance, sur la force. Et tu dois te réinventer, tu dois rester très humble, très vigilant, très attentif par rapport au changement dans le foot. Et, et c'est ça qui m'a permis à rester là encore aujourd'hui. C'est intéressant tout ce que vous nous dites. Dominique, une autre question? Dante, nous sommes tous pleins d'admiration pour votre carrière, près de 700 matchs chez les pros. On se souvient surtout de ce titre de champion d'Europe avec le Bayern Munich. Et puis on se souvient, c'est pas pour remuer de mauvais souvenirs, d'une demi-finale avec le Brésil, perdu 7-1 contre l'Allemagne. Près de 10 ans se sont passés et on se pose toujours la question, que s'est-il passé ce soir-là dans les rangs brésiliens? Avec une question aujourd'hui. C'est toujours difficile à expliquer. Je pense qu'avec du recul, avec beaucoup de recul, on regarde toujours l'équipe nationale brésilienne. On a toujours une grosse attente. On a à chaque Coupe du Monde. Alors, une Coupe du Monde à la maison, c'est encore pire, on peut le dire. Il y avait un moment politique qui s'est mêlé dedans, malheureusement. Notamment, je donne un petit exemple. On vient d'arriver à Rio. On a réuni tous les jours et après, il y avait milliers de personnes autour de bus en train de protester quelque chose de la politique. Donc, on n'a rien à voir là-dessus. Donc, déjà, cette pression, ça pèse. Et après, je pense que la mentalité que les gens transmettent par rapport à la pression sur l'équipe nationale, pour moi, elle est, comme je peux vous expliquer, elle est maladroite. C'est-à-dire, aujourd'hui au Brésil, soit on gagne, soit votre prestation, ça ne nous intéresse pas. Ce que vous avez fait ici avec l'équipe de France, j'ai trouvé ça magnifique quand même. Valoriser la prestation, l'effort de joueurs qui ils ont tout fait pour gagner la Coupe du Monde. Ils ont été reçus. Mais nous, surtout ces matchs-là, c'est-à-dire pour revenir au match, pour monter dans le match, c'est-à-dire que tu prends un but, tu prends un deuxième but, il y a la panique, parce qu'on sait que soit on gagne, soit il n'y a rien, soit ça ne sert à rien. Donc là, je pense que l'équipe, il y avait beaucoup moins d'équilibre, déjà psychologique, déjà dans l'environnement qu'on sentait dans le stade. Et moi, je dis toujours, malheureusement, on a préparé cette Coupe du Monde autour d'un seul jour, c'était Neymar. Malheureusement, je dois de reconnaître. Et après, je ne sais pas si vous vous rappelez, en quart de finale, Neymar se blesse. Et j'ai vu un peu la tête de certains joueurs qu'ils étaient moins confiants pour la demi-finale. Et c'est ça que je pense que ça nous a coûté cette match horrible pour nous tous. Et que voilà, c'était un cauchemar vraiment.
Mais je pense avec du recul, c'était dû à ces choses-là. C'est le passé, mais alors l'avenir, ça vous plairait Zidane comme sélectionneur? Bah, c'est un monsieur qu'on a un grand respect. Il a déjà prouvé qu'il a beaucoup de qualités, pas simplement en tant qu'entraîneur, en qualité humaine. C'est quelqu'un que les Brésiliens vont l'adorer. On est tous fans de lui, euh, comme joueur, comme si, parce que c'est quelqu'un qui a gagné pas mal déjà de Champions League. Donc, il aussi connaît le foot. Il sent le foot, il est pour le foot, la beauté du foot. Donc, je pense qu'il s'il venait accepter d'être brésilien, je pense qu'on allait avoir de grandes chances peut-être d'être champion du monde encore une fois. Je vois le sourire. Plus il en parle, plus il rigole, plus il sourit, plus il est heureux, plus il a envie. Une dernière question, et puis c'est tellement sympa de pouvoir vous parler et de faire un point sur votre carrière, sur les ambitions niçoises et puis la sélection brésilienne. Donc on en profite. Ce serait quoi une fin de saison réussie à l'OGC Nice? C'est déjà une fin de saison avec une équipe qui dégage une identité, une équipe qui a un contenu intéressant, une équipe qui s'y bat tous les matchs. Première chose. Deuxième, aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Je pense qu'il faut rêver, oui, avec cette Coupe d'Europe, avec la Conference League, même si c'est la plus petite, mais nous sommes des compétiteurs, on veut tout gagner. On veut tout gagner, que ce soit sur les tournois en entraînement, match Ligue 1, Conférence League, tout gagner. Et après, c'est clair qu'on veut toujours rattraper cette place pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais je pense que c'est très, très important que l'équipe finisse avec une identité. Même si pour l'année prochaine, peut-être, il changera des jours, mais une identité. D'où il faut y aller. Ça, pour moi, c'est le plus important.